Donc bonjour, Céline Molina, société Akio, éditeur de logiciels spécialiste de l'expérience et de la connaissance client. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer la table ronde où nous avons deux experts. Amira Garbi, qui est Customer Happiness Manager, un titre évocateur qui a donné le nom à cet atelier. Et avec nous, Frédéric Mitev, directeur associé du cabinet de consultants spécialiste de la transformation par l'expérience client. Il nous en dira plus. Et on va commencer par Amira, qui est notre guest star. Elle travaille pour Sarenza, une société que vous connaissez tous, qui est leader en e-commerce. Et elle a un titre évocateur qui s'appelle Customer Happiness Manager. Donc, Amira, pour ce poste, quel est votre parcours? D'où vient-on quand on devient Customer Happiness Manager? Bonjour à tous. Alors, pour démarrer, je dirais qu'il n'y a pas de parcours en fait type ou idéal pour occuper ce type de fonction en entreprise. Je pense en revanche, pour répondre à votre question, qu'il y a deux prérequis qui, moi, me semblaient importants avant de prendre cette fonction-là. Le premier prérequis, c'est d'avoir vraiment cet amour du client, si je puis dire, être animé par le client, avoir envie de faire des choses pour lui. C'est une chose importante et c'est ce qui, moi, par ailleurs, m'a toujours animé. Ça, c'est la première chose que je peux dire. La deuxième chose importante, c'est que ce type de poste, en général, ce sont des postes assez transverses. On est amené à interagir avec tous les départements de l'entreprise. Il faut l'avoir en tête et il faut savoir que voilà, c'est un poste assez ouvert où on va aller vers les autres, où on va aller collaborer avec l'ensemble des départements. Moi, en ce qui me concerne, moi et mon parcours, j'ai pas toujours occupé cette fonction. En fait, j'ai commencé ma carrière professionnelle comme consultante en relations clients et en marketing pendant plusieurs années pour des comptes français assez différents. Et c'est cette expérience qui m'a permis de réaliser que ce que je voulais faire, c'était développer des choses pour le client et leur amener de la valeur ajoutée. Donc, après plusieurs années passées en conseil, j'ai choisi de passer côté entreprise et de rejoindre une entreprise qui, moi, m'a toujours paru très customer-centric, à savoir Sarenza, qui est un e-commerçant. Pour ceux qui ne connaissent pas Sarenza, on vend des chaussures en ligne. Et donc, j'ai rejoint le pôle Customer Care de Sarenza au poste de Customer Happiness Manager. Merci, Amira. Et quelles sont vos missions? Qu'est-ce que ça recouvre, cette appellation? Alors, quelles sont mes missions? Alors, moi, je définis souvent mon poste de la manière suivante. Je dis toujours que mon rôle, c'est de concevoir et déployer ce qui va enchanter les clients. Donc, une fois qu'on a posé la définition, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mon rôle au quotidien, c'est de faire rayonner la voix du client auprès des différents départements de l'entreprise et d'instiller cette voix du client dans les différents projets que l'on mène au quotidien pour amener de la valeur au client. Donc, concrètement, ça commence par, d'une part, l'analyse de cette voix du client, la comprendre, la décortiquer, la partager avec l'ensemble des métiers et des parties prenantes. Donc ça, c'est le premier volet. Mais ensuite, pour enchanter les clients, il faut développer des choses pour eux. Donc le deuxième volet, c'est mener des projets avec les experts métiers pour développer de nouvelles choses pour nos clients. Et enfin, on ne peut pas parler de Customer Care sans parler de performance. Donc j'ai aussi un volet pilotage de la performance du Customer Care de Sarenza où je travaille sur différents leviers pour optimiser notamment notre qualité de service et faire en sorte que l'on réponde toujours mieux et toujours efficacement à nos clients. Merci, puis on rentrera un peu plus dans le détail des process, de ce qu'on peut mettre en place dans une question suivante. Mais on va avoir maintenant le point de vue de Frédéric Mitev. Frédéric, vous êtes consultant, donc vous rencontrez de nombreuses entreprises, toujours sur ces sujets de la transformation par l'expérience client. Est-ce que vous croisez des postes comme celui d'Amira ? Alors oui, en B2C, on croise ce genre de profil. En B2B, on rencontre plus souvent des appellations comme Customer Success Manager. Nous, chez Acemis, on accompagne aussi beaucoup de création de direction de l'expérience client, de départements spécialisés sur l'expérience client. On parle de direction de l'expérience client, de direction de simplification de l'expérience client, de direction du marketing de l'expérience client. Mais c'est une vraie tendance. Et dans ces directions, je crois d'ailleurs qu'il existe une direction de l'expérience client chez Sarenza. Et donc dans ces directions, on en rencontre deux types. Les directions qui sont spécialisées dans la conception de l'expérience client, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut faire vivre à ses clients. Donc c'est définir les parcours clients cibles, définir les engagements de service,
définir l'ambition en termes de est-ce que l'expérience client, c'est être plus transparent, plus fiable, plus rapide, plus personnalisé. Donc c'est vraiment concevoir ce qu'on veut faire vivre à ses clients. Et il y a l'autre type de mission qui est plutôt l'aide à la mise en œuvre. Ça peut être aide dans la création des offres, par exemple au niveau du marketing, s'assurer qu'une nouvelle offre ne dégrade pas l'expérience client, en tout cas l'améliore. Ça peut être aussi dans les projets SI. Une vraie tendance, c'est dans les projets SI, on a l'habitude de faire des cahiers des charges en demandant uniquement l'avis des personnes en interne, quels sont vos besoins au marketing, au commerce, sans prendre en compte forcément les besoins du client. Un exemple type dans le SAV, un conseiller va fermer un ticket quand il a terminé tout ce qu'il a à faire pour instruire ce ticket, alors que pour le client, le ticket n'est peut-être pas complètement fermé parce que pour lui, il n'a pas forcément obtenu sa réponse. Donc quand on prend les projets SI ou les projets de transformation à partir de l'expérience client, on a plus de chances de réussir. Et je dirais que la troisième mission qu'on voit dans ces départements spécialisés autour de l'expérience client, c'est le pilotage. Amira en fait une partie, c'est mesurer la voix du client, mesurer des indicateurs, et puis défendre la vision expérience client. Ça veut dire continuer à s'indigner quand quelqu'un va dire ben non, là on peut pas le faire, le SI c'est trop compliqué, il y a des procédures, notre organisation on peut pas. Ben, avoir quelqu'un capable de continuer à s'indigner en disant c'est peut-être compliqué pour nous en interne, mais c'est encore plus compliqué pour le client et on doit absolument réfléchir à comment surmonter nos contraintes internes. Donc voilà un peu les trois missions que nous on rencontre de plus en plus, la conception, l'aide à la mise en œuvre et le pilotage et le rôle de garant que l'expérience client cible va bien être mise en œuvre. Merci Frédéric. Amira, du coup, là, on rentre dans le dur organisationnel. Comment ça se structure, votre organisation? Frédéric nous a parlé de la direction de l'expérience client. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, moi, j'appartiens au département Customer Care, donc le département qui est finalement le plus proche des clients. C'est de là d'où émerge la voix du client. Et je pilote une équipe, donc je suis donc Customer Happiness Manager, et je pilote des équipes chargées de réaliser donc l'ensemble des missions que je vous ai partagées précédemment. Et on travaille vraiment de manière collaborative avec l'ensemble des métiers de Sarenza. Et ce que je dis toujours, c'est que le bonheur des clients, c'est pas une problématique individuelle, on le fait pas tout seul dans son coin, si je puis dire. C'est une affaire collective, c'est une affaire collective quotidienne et collaborative. Donc nous, on travaille avec l'ensemble des autres métiers au quotidien pour réaliser nos missions. Très bien. Vous avez une équipe avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment vous travaillez avec eux, leur mission finalement, vos recrues? Alors oui, dans mon équipe, donc il y a plusieurs profils. Il y a des profils analytiques, puisque qui dit voix du client dit quand même analyse quantitative mais aussi qualitative. Il y a des profils plus orientés projet pour développer les projets avec les différents métiers. Et donc tous les jours, on travaille avec d'autres entités pour partager nos feedbacks, partager nos inputs, voir quels apports ces inputs ont dans les projets qui sont par ailleurs menés dans les différentes autres entités, pour toujours avoir ce souci du client et se dire qu'on prend la bonne décision au bon moment pour le client. Merci. Et Frédéric, donc vous qui avez donc cette expérience multi-entreprise avec plusieurs tailles, plusieurs niveaux de maturité aussi sur ces sujets, vous pouvez nous parler des freins et des moteurs donc, que vous voyez? Alors, ce que je comprends, c'est que dans l'histoire de Sarenza, vous avez créé la direction de l'expérience client dès le début, dès l'origine de Sarenza. Nous, chez Acemis, on accompagne des entreprises qui n'avaient pas forcément cette culture au départ, comme Cardiff, comme Orange. Aujourd'hui, on accompagne une grande marque automobile qui crée des directions de l'expérience client, mais sur un terrain où la culture client n'était pas forcément développée. Donc, on a pas mal de freins parce qu'effectivement, chaque direction a le sentiment et fait des choses réelles pour développer l'expérience client. Donc il faut assurer la légitimité de ces nouveaux postes, de ces nouveaux métiers, sans déresponsabiliser les directions opérationnelles qui le font déjà. Donc ça se fait, comme l'a dit Samira, en ayant une approche très transverse et en portant vraiment la voix du client.
c'est quelque chose qui peut beaucoup aider. La deuxième chose, c'est quand on introduit ce genre de poste dans des entreprises, il y a déjà des grands projets en cours. Et donc, il faut arriver ensuite à changer les priorités, à infléchir le périmètre ou les priorités des projets, ce qui n'est pas évident. Dans les moteurs, il y en a un qui me paraît important. Nous, dans nos projets, quand on travaille par exemple en groupe pour construire des parcours clients, ce sont des projets qui font du sens. Dans beaucoup de cas, on fait en sorte que les collaborateurs se mettent à la place du client. On leur dit chausser les lunettes du client. Chez Sarenza, ça doit être possible parce que les collaborateurs de Sarenza peuvent être aussi clients de Sarenza. On travaille chez un assureur actuellement où les collaborateurs sont aussi des clients de l'assureur. Donc on insiste sur mettez-vous à la place du client, chausser les lunettes du client. Et ça, en général, c'est un vrai levier parce que ça donne du sens. Les gens, quand ils ressortent de ces ateliers, sont souvent ravis et voient une vraie différence par rapport au projet où on travaille sur les process internes. L'autre aspect, c'est que quand on réfléchit en se mettant à la place du client, très souvent, on cherche à simplifier les choses. Quand on est sur des projets qui sont orientés sur l'interne, c'est souvent compliqué. On est dans les processus internes, dans le SI interne, c'est compliqué. Les gens ne voient pas toujours l'objectif du projet a tendance à se perdre. Quand on réfléchit, quand on se met vraiment à la place du client, eh bien, souvent, on est dans une simplification, on donne du sens. Et c'est un vrai levier qu'apportent des gens dont le métier est centré sur l'expérience client. Quand on est au sein du marketing, au sein du service client, c'est peut-être plus difficile à faire. Bon, Amira réussit à le faire en étant dans le service client. Mais c'est vrai qu'avoir une fonction transverse, focalisée sur l'expérience client, c'est peut-être un moyen de donner du sens et de soutenir cette vision client qui peut se perdre compte tenu de toutes les contraintes auxquelles les entreprises ont à faire face. Donc, je dirais, un des vrais moteurs, c'est ça, c'est porter cette voix du client et forcer les gens, enfin, pousser les gens à se mettre à la place des clients. Merci Frédéric. Et Amira, du coup, voilà, on parle de porter la voix du client en interne, laisser les collaborateurs avoir le même niveau d'information que les gens de la relation client. Amira, comment vous faites, vous? Quels sont les formats pour transmettre en interne? Alors effectivement, quand on parle de porter la voix du client, la première question qu'on se pose, c'est finalement quel est le format adéquat, le format efficace, le format le plus audible et pour toucher le maximum de personnes dans l'entreprise. C'est pas forcément évident et nous on a choisi avec mes équipes de travailler sur deux formats. Le premier, c'est un format écrit à travers l'édition de rapports sur la voix du client avec des inputs à la fois quantitatifs et qualitatifs qui sont diffusés à tous les experts métiers de Sarenza, les différents départements ainsi qu'au comité de direction, de sorte à sensibiliser tout le monde et que tout le monde ait le même niveau d'information. Mais ça, c'est le premier levier et c'est pas toujours suffisant et c'est pour ça qu'on a mis à côté de ça un deuxième format qui est un format plus oral et plus orienté sur des one-to-one avec les experts métiers, de sorte à vraiment creuser certaines problématiques, à échanger sur des sujets avec des personnes en particulier et les deux formats se complètent vraiment puisqu'on travaille avec ça au quotidien. Et alors, les outils. Alors, comment on fait ça? Donc, comment on fait ces rapports? Donc, nous, on a adopté la solution Akio justement pour avoir une vision centralisée des contacts clients. Et Akio nous permet au quotidien et de manière à des fréquences différentes d'éditer des rapports. On a des datas à disposition, notamment ce que moi j'utilise beaucoup dans mon quotidien, ce sont les motifs de contact. Donc la qualification des contacts qui me permet d'avoir une idée des tendances de pourquoi les clients nous contactent, qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous remontent, que je croise avec des données qui sont, elles, beaucoup plus qualitatives. Donc les données de Akio sont notamment mon principal outil de travail. Merci. Alors, effectivement, vous êtes cliente Akio Unified, une solution intégrée d'interaction client depuis plus d'1 an. Depuis combien de temps? 1 an et demi. Et Frédéric connaît aussi la solution parce qu'il accompagne certains de nos clients dans cette transformation. Et du coup, Frédéric, d'une manière globale, quelles sont les solutions qui contribuent à l'amélioration de cette expérience client?
Alors pendant longtemps, on a coutume de dire, on parlait du CRM comme étant le moyen d'améliorer l'expérience client. J'avoue que moi, pour avoir accompagné des projets CRM depuis 15 ans, j'ai eu un certain nombre de déceptions par rapport à ça, où finalement le CRM s'est révélé plutôt un outil d'optimisation de l'interne, mais qui n'avait pas forcément un impact sur l'expérience client. Aujourd'hui, on voit vraiment d'autres types de fonctionnalités de solutions où le client est lui-même utilisateur. Quand on parle du web self-service, quand on parle du chat, de la vidéo, du messaging, ce sont des fonctionnalités de solutions où c'est le client qui utilise la solution et pas le collaborateur. Alors pour citer Akio qui est présent, il y a une solution autour du chat où la fenêtre de chat accompagne le client pendant sa navigation et enrichit son expérience de navigation. Donc je pense que ce qu'on recherche de plus en plus chez Assemi, ce qu'on conseille nos clients dans le choix des solutions, c'est des fonctionnalités et des solutions qui vont directement impacter l'expérience client en délivrant des fonctionnalités pour le client qu'il va lui-même utiliser. Après, il y a d'autres catégories de solutions qui s'adressent plus aux collaborateurs qui sont en relation avec les clients. Et c'est aussi important de faciliter la vie d'un téléconseiller qui répond à un client, puisque on parle de la symétrie des attentions, mais un collaborateur qui répond, qui a des outils qui lui permettent de répondre facilement avec un client, va être plus disponible pour avoir une discussion personnalisée, de qualité vis-à-vis du client. Donc je pense qu'on différencie vraiment ces deux types d'outils. Les outils où le client vit une expérience enrichie grâce à la solution. Là, c'est beaucoup la communication en temps réel où on va faire ça. Et les outils qui favorisent le fait que les collaborateurs sont vraiment plus à l'écoute de leurs clients. Il y a une troisième catégorie d'outils qui est un peu différente, mais c'est les outils qui permettent de piloter l'expérience client. Et là-dessus, évidemment, il y a, Amira, on a parlé, l'analyse des verbatims, la collecte de toutes les données autour des parcours clients. Avec les objets connectés aujourd'hui, je pense qu'on va avoir de plus en plus de données. Les DMP aussi sur les sites web. Les DMP qui permettent de collecter les données de navigation, les cookies autour des clients. Alors, je pense qu'il va y avoir une volumétrie de données très importante qui permet de réellement comprendre ce que vit le client et de mesurer un peu son ressenti. Et on reparlera peut-être des indicateurs après sur ces sujets-là. Oui, on pourra. Merci Frédéric. Question, justement. Les indicateurs, Amira, comment vous mesurez la performance de vos actions ? Alors, la difficulté du bonheur client, c'est que c'est pas quelque chose qu'on va mesurer uniquement. C'est au-delà d'un résultat, c'est aussi un ressenti. C'est pour ça que moi, je m'attache beaucoup à croiser des indicateurs qui vont être très quantitatifs et qui vont me donner des tendances de, par exemple, pourquoi les clients nous contactent, qu'est-ce qu'ils nous disent à travers les motifs de contact que j'ai exposés précédemment, avec des inputs qui vont être beaucoup plus qualitatifs et qui vont traduire d'autres choses. Et la meilleure manière de faire ça, c'est vraiment d'aller lire les messages, les demandes des clients sur les différents canaux pour voir ce qu'ils nous disent, à quel moment, avec quelle tonalité, de sorte que nos actions ne soient pas uniquement drivées par des KPIs purs et uniquement quantitatifs. Donc vraiment, les deux sont importants et complémentaires et permettent d'avoir une vision client exhaustive et juste. Est-ce que les résultats sont bons ? De ce que j'en vois, oui, puisque les clients sont heureux et nous le disent. Et je pense que c'est le meilleur indicateur, en fait. C'est quand les clients vous disent qu'ils sont heureux et qu'ils le disent spontanément, c'est que vous avez atteint votre objectif. Oui, du coup, je fais un petit aparté. Effectivement, ils peuvent le dire spontanément. On a différents canaux. Vous avez les enquêtes de satisfaction. Vous avez les mails qu'on vous envoie justement au service client pour discuter. Vous avez tous les transcripts de chat, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi la parole spontanée du consommateur sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook ou Twitter, où c'est une espèce de caisse de résonance où on a les gens très contents et puis les gens très insatisfaits aussi. Et puis toute la majorité silencieuse, mais c'est vrai que les sources de la parole du client se sont multipliées, de la plus spontanée à la plus froide sur les canaux traditionnels.
Frédéric, quelle est votre opinion là-dessus? Sur les indicateurs qui permettent, nous, ce qu'on recherche à mesurer, c'est le ressenti des clients. Il y en a un que tout le monde utilise, qui est le NPS, sur le Net Promoter Score, donc la capacité à recommander une marque à ses amis, à sa famille. Donc là, c'est assez classique. Simplement, de plus en plus, on cherche vraiment les très bonnes notes du NPS, c'est-à-dire des notes de 9-10, où là, on est sûr que les gens, dans toutes circonstances, vont vraiment recommander la marque. Il y a un deuxième indicateur un peu moins courant, mais qui commence à se développer, qui est le Customer Effort Score, où en fait, on va mesurer l'effort du client. Plus l'effort, par exemple, plus c'est compliqué d'acheter quelque chose. Si pour acheter quelque chose, vous devez passer par 10 étapes et puis renvoyer des documents, des justificatifs par la poste ou des choses comme ça, on voit bien que l'effort va être important, l'expérience client va être dégradée et vous risquez de vendre moins. Donc ça, c'est un deuxième critère qui donne vraiment un vrai ressenti client. Puis il y a une troisième chose qu'on va se développer. On entend beaucoup parler des émotions. Quand on parle de ressenti client, c'est d'essayer de mesurer les émotions. Par exemple, pendant très longtemps sur le web, on se contentait d'un j'aime, j'aime pas. Aujourd'hui, on voit de plus en plus ça m'est utile, ça m'est pas utile, ça me fait rire, ça me choque. On cherche de plus en plus à récupérer une notion de ressenti, d'émotion autour des contacts. Et j'ajouterai une dernière chose qui est une pratique qu'on voit se développer chez nos clients. C'est aussi, au-delà des indicateurs et d'indicateurs très simples du style j'aime, j'aime pas, ça m'est utile ou pas, c'est d'essayer de récupérer des histoires clients. On a un de nos clients qui a lancé une enquête, alors c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire sur l'effort client, mais où la première question, c'est un texte libre d'au moins 50 caractères. Et en fait, on demande au client de raconter une histoire qu'il a vécue avec la marque, une histoire d'expérience client, qui peut être bonne ou pas bonne, mais on cherche vraiment à récupérer un vrai storytelling du client pour raconter une histoire. Ce même client pousse ses téléconseillers sur les centres d'appel quand il y a quelque chose d'un peu remarquable qui se passe, une conversation, le traitement d'une réclamation, le traitement d'un incident client qui donne lieu à des étapes et à une histoire un petit peu significative, c'est de remonter ce genre d'histoire qui permet deux choses. C'est déjà en interne, comme le fait un peu Amira, j'ai l'impression, sur des améliorations ponctuelles, mais en interne de communiquer avec du storytelling, ça passe toujours mieux, c'est toujours plus intéressant, plus significatif. Et ça peut être aussi utilisé en étant anonymisé, mais ça peut être utilisé dans la com externe pour raconter des histoires d'expérience client qui donnent du sens et qui peuvent être une vraie promotion de la marque. Donc je pense que ça évolue quand même pas mal, hein, les mesures, et on cherche vraiment à mesurer du ressenti. Est-ce que je me sens accompagné? Est-ce que la relation est personnalisée? Est-ce que j'ai senti de la bienveillance? Est-ce qu'il y a eu de la réactivité, de l'anticipation? C'est ça qui intéresse de plus en plus, plutôt que des indicateurs un peu froids, comme le NPS ou le Customer Effort Score, qui sont toujours intéressants et je crois qu'il faut continuer à mesurer, mais on peut aller plus loin par la mesure du ressenti client avec les éléments que je viens de rappeler. Merci Frédéric. Donc je crois qu'on est allé un petit peu vite, on aura du temps pour les questions. Mais pour revenir sur votre poste, Amira, finalement, ce que j'ai retenu, c'est que votre profil, c'est quelqu'un de customer-centric, d'empathique, qui a la volonté de travailler au service des clients, qui est cette posture-là, finalement, et qui soit capable de travailler en transverse. Est-ce que c'est bien ça, le profil type, finalement, si on devait en inventer un en se servant de vous comme modèle? Oui, je pense que ces deux éléments sont déjà très importants, ne serait-ce que pour être épanoui dans son métier. C'est important de se dire qu'on fait les choses pour les clients et qu'on va le faire aussi avec tout le monde. Moi, je dis toujours, c'est vraiment une histoire que j'écris au quotidien avec les autres et je m'appuie aussi sur ce qui a été fait dans le passé. Je ne fais pas table rase du passé, donc c'est une histoire collective au service du client. Merci. Et j'ajouterais, nous, qu'on travaille beaucoup sur les expérimentations. C'est-à-dire pour vraiment promouvoir l'expérience client au sein de l'entreprise. Par exemple, pour la SNCF, on a fait une expérience où on a sorti les guichetiers derrière leur guichet pour aller à la rencontre des clients sur les quais pour promouvoir, proposer des nouveaux services aux clients. Alors, faire ça à la SNCF, c'était une aventure un peu compliquée. On a fait une autre expérience chez Orange qui était
de garantir que si vous avez un problème avec votre box, il y a un technicien qui va s'occuper de vous, mais c'est le même technicien. On garantit que c'est le même technicien qui va suivre votre incident pendant 72 heures jusqu'à la résolution, ce qui n'est pas simple à mettre en œuvre dans une organisation comme Orange. Et autre type d'expérimentation, alors qui est un peu plus délicat à mener, mais on a travaillé pour un autre client sur une expérimentation sur les rémunérations, c'est-à-dire introduire dans les variables une part significative basée sur la satisfaction, sur l'enchantement du client. Donc c'est difficile de transformer une entreprise avec des projets comme ça. Par contre, le fait d'expérimenter des choses, au lieu de passer des mois à concevoir quelque chose d'un peu abstrait, aller très vite à expérimenter des choses concrètes, voir si ça marche, voir si ça marche pas, quel est le vrai ressenti client, c'est un moyen de le faire de façon un peu agile, tout en récupérant des résultats rapides. Donc je pense que c'est... il y a l'approche de Sarenza qui est dès le début créer une direction d'expérience client, créer des postes. Et quand on ne peut pas le faire aussi directement et aussi facilement parce que la culture de l'entreprise n'est pas prête, il y a cette idée de travailler par expérimentation en mode agile avec des résultats à court terme tout en ayant calé une ambition à peut-être moyen terme. Mais ça peut être un bon moyen de le faire. Et il y a un dernier point, je crois que vous le faites chez Sarenza, mais c'est à chaque fois qu'on lance une offre, à chaque fois qu'on lance un nouveau projet, c'est de passer au crible cette offre ou ce projet pour voir est-ce que ce nouveau projet dégrade ou améliore l'expérience client. Parfois, on est obligé de dégrader l'expérience client. Je prends l'exemple des délais. Très souvent, on annonce des délais. On avait un de nos clients qui est un assureur auto qui disait dans les 10 jours, vous aurez le résultat du montant de l'indemnisation du vol de votre voiture, par exemple. On a vu dans les parcours clients qu'ils étaient incapables de tenir le délai de 10 jours. C'était vraiment impossible. Il fallait vraiment faire des projets de transfo pour y arriver. Ils ont préféré assumer ça et changer la communication en disant finalement, c'est pas 10 jours, c'est 15 jours. Et être au rendez-vous, plutôt que de continuer à communiquer sur un délai de 10 jours qu'ils n'étaient pas capables de tenir. Donc parfois, c'est aussi ça, prendre en compte l'expérience client, c'est assumer qu'on ne peut pas être au rendez-vous d'une promesse client qui était peut-être excessive à un instant T, même si on peut chercher à l'améliorer, évidemment, en cible. Oui, vous ne pouvez pas reparler d'organisation finalement. Et on m'a soufflé une question tout à l'heure que j'en profite pour vous poser là parce qu'on a un petit peu de temps. Finalement, est-ce que l'expérience client et le bonheur client ne va pas devenir, comme on a vu pour le digital ou l'innovation, quelque chose qui infuse toute la société, qui pour l'instant sont des départements, des postes en particulier, et qui resteront avec des titres. Mais est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qui, aujourd'hui, doit être infusé dans toute la société, dans toute l'entreprise ? Si, c'est vrai qu'on a eu les mêmes débats avec la création de directions de l'innovation ou des directions de digital. Mais effectivement, à partir du moment où on a vraiment transformé et dans tous les process de création d'offres, de gestion de projets, de gouvernance, l'expérience client est rentrée dans l'ADN de l'entreprise, peut-être qu'à terme, on pourra se dire qu'on n'a plus besoin d'une direction de l'expérience client et que c'est un moyen d'évoluer et que les directions après, ce qui est peut-être compliqué, c'est d'avoir ce regard transversal. Dès qu'on raisonne client, on est forcément transversal. On s'occupe plus des frontières de je suis au marketing, je suis au service client. Et donc ça, c'est peut-être plus compliqué à faire. C'est pour ça que je pense que quand même ces directions ont quand même un bel avenir devant elles pour continuer à être le garant de cette vision client. Et finalement, ce sont des directions qui centralisent les retours des différents départements, parce que la voix du client, on peut la voir qui vient du marketing, qui vient de la relation client, mais Amira, en préparation, vous me disiez qu'elle vient aussi des commerciaux, et dans différents pays où finalement le bonheur client n'est pas le même, les attentes du client ne sont pas les mêmes selon les pays, et ce qui vous remonte ne vient pas forcément toujours des mêmes départements. Il y a une grande diversité finalement à centraliser. Alors, nous, elle vient surtout des chargés de clientèle. Il n'y a pas vraiment de commerciaux à proprement parler, mais c'est les chargés de clientèle des différents pays qui sont vraiment notre richesse de feedback au quotidien, puisque c'est eux qui échangent avec les clients dans leur langue sur des problématiques qui parfois sont des problématiques très culturelles. Donc, c'est notre première source d'information. Mais après, comme vous le dites, effectivement, chaque département a des inputs clients, chaque département a expérimenté des choses. Donc, la première chose à faire, c'est de dialoguer avec
avec eux, de partager nos inputs mutuels et d'en faire une photographie exhaustive et globale. Mais effectivement, la voix du client, elle est partout. Merci. Par contre, dans un contexte international, si certains dans la salle ont des entreprises internationales, c'est effectivement un peu plus compliqué parce qu'il faut être capable d'avoir peut-être des guidelines valables pour tous les pays. Après, la marque peut avoir une position de leader dans certains pays et une position de challenger dans d'autres. Donc, il y a un vrai travail ensuite de personnalisation. Mais ce qu'on voit arriver quand même des départements expérience client monde où on cherche vraiment à donner des aides à tous les pays tout en essayant de personnaliser effectivement l'ambition expérience client en fonction des aspects culturels ou des contraintes qui peuvent être parfois légales, réglementaires de certains pays. Merci. Donc pour résumer, en conclusion, on dirait que y a des postes comme celui d'Amira qui sont là pour s'assurer en continu d'améliorer le bonheur des clients. Et il y a aussi des process, comme on vient de voir avec Frédéric, qui accompagnent des sociétés qui sont à différents niveaux de maturité. Et puis il y a des outils qui permettent en interne et parfois à l'externe, quand on a des canaux où le client est utilisateur du canal, finalement de faciliter la vie du client, mais aussi du conseiller, parce que c'est vrai que pour avoir un client heureux, il faut aussi avoir des interlocuteurs heureux. Et avec Akio Unified, ce qu'on propose, c'est une plateforme intégrée qui permet d'améliorer, de faciliter la vie du conseiller, de consolider l'expérience du manager qui a une vue d'ensemble et, in fine, de contribuer au bonheur et à l'expérience, l'amélioration de l'expérience client. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous propose de poser des questions. Bonjour, Frédéric Ardès. Excusez-moi, j'ai pas tout à fait compris la différence que vous faites entre satisfaction client et bonheur client. Alors, le bonheur, c'est aller un cran plus loin que la satisfaction. Vous pouvez très bien répondre à une demande client et répondre à sa demande et il est satisfait. Pour autant, il ne va pas être heureux. Donc, c'est pour ça que je parlais d'enchantement en introduction. C'est rendre heureux les clients, c'est aller plus loin. C'est pas seulement les satisfaire, c'est pas seulement répondre à leurs demandes, c'est vraiment les enchanter au quotidien dans l'interaction qu'ils peuvent avoir avec la marque. Donc, c'est différent et on va un cran plus loin. Ça répond à votre question ? On s'aperçoit aussi que satisfaire les clients, ça ne suffit plus pour les fidéliser. Il y a un tel zapping des clients que la satisfaction pure, ça devient un peu banal et il faut aller plus loin. On voit que dans les indicateurs de NPS, ce qui est vraiment marquant, c'est les scores très élevés de 9 ou 10. Par contre, quand quelqu'un donne un score de NPS entre 5 et 8, on s'aperçoit que ça veut dire qu'il est satisfait, mais pour autant, il n'est pas forcément prêt à rester fidèle. Donc c'est ça que je pense que beaucoup de marques commencent à parler de bonheur, d'enchantement client, parce que c'est un peu la conclusion que la satisfaction ne suffit plus à fidéliser ses clients. Et il faut vraiment chercher à les marquer durablement pour qu'ils aient envie d'en parler autour d'eux et vraiment à avoir des choses significatives dans les traitements du client. Est-ce qu'on a une autre question ? Oui, madame. On va vous amener un micro. Bonjour, c'est Christine. Merci pour cette intervention. En fait, vous avez à un moment donné parlé d'outils, de mesures d'expérience client et vous avez dit que le CRM n'est plus un outil d'expérience client en tant que tel, mais un outil d'optimisation interne des actions de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez juste brièvement nous retirer les 3 outils que vous avez prévus et nous dire comment vous voyez que le CRM n'est plus l'outil qui mesure l'expérience client? Merci. Oui, j'ai pas dit tout à fait ça. Le CRM pourrait être, malheureusement, je trouve que dans beaucoup de projets, les projets CRM sont conduits uniquement en se basant sur des besoins internes d'optimisation de l'organisation. Par contre, on peut très bien utiliser des outils CRM pour améliorer l'expérience client. Je vous donne un autre exemple. Très souvent, dans les outils CRM, quand on fait l'historique des clients,
on historise les actions dans l'ordre chronologique où elles sont arrivées. Il y a eu 3 appels, il est venu 2 fois sur le site web, il a rencontré un commercial. Ce qui fait que quand le client appelle par rapport à un problème, le conseiller se retrouve devant une liste longue et chronologique, mais qui ne lui sert pas à reconstituer ce qui se passe pour le client à cet instant-là. Alors que si on part de l'expérience client, on peut très bien modéliser dans un CRM les parcours clients et s'apercevoir qu'il a une réclamation en cours, qu'il a demandé un devis avec l'ordre chronologique, mais de la réclamation. Donc, je n'ai pas dit que les outils CRM n'étaient pas porteurs d'amélioration d'expérience client. Je dis malheureusement, dans beaucoup de projets, on les prend comme des outils informatiques d'optimisation interne. C'est vraiment dans la façon de faire le projet qu'on peut faire en sorte que le CRM devienne un moyen d'améliorer l'expérience client. Et après, ce que je dis, c'est que beaucoup d'outils CRM sont faits pour les conseillers qui font des choses sans visibilité pour le client. Quand vous avez une machine à répondre à des emails, le conseiller le fait tout seul sans que le client le voie. Par contre, il y a de plus en plus d'outils et de fonctionnalités qui sont visibles par le client. Le chat, la vidéo qui se développe beaucoup, le web self-service ou les apps sont vraiment des fonctionnalités où le client utilise les outils. Donc là, c'est vraiment une première catégorie de fonctionnalités d'outils. Quelles sont les fonctionnalités que vous délivrez à vos clients? Là, vous êtes sûr d'améliorer l'expérience client puisque le client utilise vos solutions. Ensuite, il y a la deuxième partie, qui c'est plus les outils CRM. Effectivement, c'est ce que fait le collaborateur pour répondre au client, mais sans visibilité du client. Donc là, effectivement, c'est plus les outils CRM ou certaines fonctionnalités de traitement en masse d'email, par exemple. Et puis, la troisième catégorie, ce sont les outils qui permettent de mesurer l'expérience client. Et là-dedans, il y a vraiment les outils d'analyse de verbatim. Je crois que chez Akio, vous avez Spotter qui permet de faire ça. Donc, les outils qui permettent de mesurer ce que dit le client. Et ce que j'ai développé à la fin, c'est qu'aujourd'hui, en termes de données clients, c'est vraiment un enjeu de demain, c'est qu'on va pouvoir collecter beaucoup plus de données qu'avant. Il y a les DMP, les Data Management Platform, qui permettent de vraiment mesurer tout ce que fait le client sur le site web et donc de lui proposer d'améliorer, par exemple avec des chats ou avec des callbacks, de l'aider dans son expérience client. Et puis, vous aurez demain tous les objets connectés qui vont amener énormément de données sur les usages clients. Et il y a de plus en plus des capteurs qu'on met sur les parcours clients pour mesurer, au-delà du ressenti du client, ce que vit réellement le client. Si un délai est très long, si on voit que dans un parcours client, à la 4e étape, tous les clients s'arrêtent, abandonnent, tout ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à explorer autour des données, en étant assez prudent, parce que nous, ce qu'on dit chez Acemis, c'est que donner ces données, c'est une expérience client déjà. Avec le digital, on demande de plus en plus de données aux clients. Et la façon de demander la donnée est quelque chose qui sera un enjeu de demain pour, au-delà de garantir le client qu'on ne va pas exploiter cette donnée de façon commerciale, il faut que quand on demande des données à ses clients, ce soit simple, ce soit fluide, qu'ils comprennent pourquoi on lui demande ces données, etc. Donc si je résume, il y a les données où le client est utilisateur, les données où les collaborateurs en relation, les outils où le collaborateur en relation avec les clients utilise ces outils, et puis il y a toute la partie collecte de données clients, mesure du ressenti client. Merci Frédéric. On a une autre question ici, s'il Mon micro, je suis attachée, mais elle arrive. Oui, bonjour. Vous parliez des outils de mesure de la performance au niveau du bonheur client, en disant que le NPS était plus suffisant, ce avec quoi je suis d'accord. Et mais vous parliez du Customer Effort Score, comment on le mesure, l'effort client? Oui, c'est vrai que c'est plus délicat, mais c'est très adhérent au parcours client. Donc là, c'est vrai, on rentre. C'est pas un indicateur qui est tout à fait le même, mais c'est plutôt quand on fait un parcours client, quand on construit un parcours client cible, comme par exemple, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'informations sur un produit. Ça, c'est ça qu'on appelle un parcours client. On a fait un parcours récemment pour un assureur sur le vol intégral d'une voiture. Donc on m'a volé ma voiture et on raconte tout ce qui arrive en vrai
à un client dans toutes les étapes jusqu'à l'indemnisation de sa voiture, etc. Et donc l'indicateur d'effort, on va le calculer sur des étapes du parcours. On va dire par exemple, la première étape quand on m'a volé ma voiture, c'est de déclarer le vol de ma voiture. Est-ce que c'est simple? Quel est l'effort que ça représente? Donc on va mettre des capteurs à ce moment-là et on va peut-être aussi faire des enquêtes sur des étapes précises du parcours pour voir quel est le ressenti client par rapport à cette étape du parcours. Donc le NPS, c'est plus un indicateur de ressenti global autour de la marque. Le Customer Effort Score, c'est quelque chose qui est très adhérent à des étapes du parcours. Donc on va le mesurer vraiment sur des choses où on a déjà une hypothèse, où on a déjà un doute sur la qualité de l'expérience client à ce moment-là. Je ne sais pas si Sarenza, si ça peut être fait autour de l'expérience d'achat. Si vous deviez mesurer l'effort du client, vous le feriez sur quelle partie d'un parcours peut-être? Je ne sais pas, mais... Alors là, je ne peux pas vous répondre comme ça. En tout cas, c'est sûr que le sujet indicateur est un sujet qui est en constante évolution et nos réflexions aussi évoluent chez Sarenza. Ce que vous observiez hier est différent de ce que vous allez observer demain. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'on va observer demain, mais c'est sûr que ce sont des sujets d'actualité. Je pense vraiment que le calcul de l'effort client, c'est important. Plus c'est facile, plus on va au bout d'un achat, plus on a un bon ressenti autour d'un service client. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très minutieux, qui est très adhérent à des étapes des parcours clients. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... alors, c'est une difficulté qu'on a. On est sur du quali. Par contre, on essaye de plus en plus, d'ailleurs nos clients nous le demandent, de récupérer de la donnée. Donc, c'est pas si facile. C'est pour ça que les DMP sur les sites web peuvent aider, parce qu'on peut voir, grâce à la DMP, tout le parcours du client. On peut voir, tiens, il a passé beaucoup de temps sur la page payer carte bleue. C'est que peut-être qu'il hésite ou... donc, effectivement, mais avec toutes les capacités qu'on a maintenant à collecter de la donnée client, je pense que ça va enrichir avec du quanti. Mais aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui, là-dessus, sont sur du quali. On a d'autres questions? Oui. Bonjour. Merci pour votre partage d'expérience, c'est passionnant. J'ai la mission d'organiser, alors on a déjà un train de retard, ce qu'on appelle ça nous la direction relation client, mais je crois que c'est déjà un peu vieillot comme mot relation client. Et on a mis du temps à l'organiser dans le sein de l'entreprise dans laquelle je travaille, qui est un groupe immobilier avec un siège et des agences immobilières. Parce que le risque était qu'on déresponsabiliserait les agences dans leur relation client. J'ai donc deux questions. Comment est-ce qu'on peut, vous l'avez dit, déjà il faut infuser la relation client, mais comment on s'assure que la réclamation client, le collaborateur sur le terrain se sente bien en responsabilité de la traiter, d'aller jusqu'au bout? Parce que si c'est moi au niveau d'un service relation client qui vais clôturer la relation client, comment je m'assure que cette responsabilité est bien partagée? Et deuxième question, si la relation client, et moi c'est la conception que j'ai, partagée entre une direction centralisée et les équipes sur le terrain, comment je peux assurer une cohérence dans les échanges qu'on va avoir avec lui, dans la manière de lui répondre, dans les délais de traitement de nos réponses? Alors on a deux questions en une. Qui se lance? Amira? Moi, je répondrais plutôt à la première question. Donc, nous, on est un site e-commerce, donc c'est un peu différent. On n'a pas de boutique physique. En revanche, le pendant chez nous, c'est on organise régulièrement on sensibilise beaucoup les chargés de clientèle pour qu'ils nous fassent du feedback, pour qu'ils nous remontent vraiment cette voix du client. Et je pense que ce qui est très important, c'est de faire le feedback retour, de montrer que ce que vous avez remonté du terrain, in fine, c'est transformé en action et apporte quelque chose pour le client. Parce que remonter des choses pour remonter des choses, je pense que ça sert à rien. Donc il faut vraiment avoir cette symétrie des attentions et montrer que tout le monde est partie prenante et tout le monde fait partie en fait de cette amélioration continue pour le client. Je pense que c'est très important et c'est ce qui permet aussi d'adhérer et d'avoir une cohésion dans les actions qu'on mène. Moi, j'ajouterais que quand on en est au début, comme vous, si je comprends bien, dans la création d'une direction, il y a un fondamental, c'est de concevoir une ambition et des parcours clients qui soient communiqués et même former un petit peu les collaborateurs des différentes agences à des parcours
pour que tout le monde ait conscience de ce que vit le client. Nous, on accompagne justement un groupe dans l'immobilier où on a fait le parcours du locataire, le parcours du propriétaire, et ces parcours sont communiqués très largement dans l'entreprise, font vraiment partie des choses importantes que tout le monde doit connaître, et donc tout le monde doit être capable de repérer que là, je suis à telle étape du parcours de ce que vit le client. Ça, c'est une première réponse. La deuxième, c'est un peu être un facilitateur pour toutes les entreprises, leur amener justement les parcours et leur amener les indicateurs, mais des indicateurs que chaque agence va pouvoir mesurer pour elle. Je crois que récemment, j'avais assisté à une conférence avec un témoignage de Carglass qui avait un score de NPS global et central pour l'entreprise et qui l'a décentralisé. C'est-à-dire que chaque agence locale mesurait son propre indicateur et avait la capacité à mettre en place des actions locales pour améliorer l'indicateur local. Et ça, je pense que sans une direction centrale pour l'animer, le faciliter, l'encourager, c'est compliqué. Donc il y a cette idée de décentraliser les indicateurs de satisfaction et de permettre à chaque agence locale de prendre elle-même des initiatives qui lui sont propres et de jouer un rôle central d'animation, de mise en valeur des réussites, etc. Ça peut être un moyen d'aider à ça. Parfait. On termine. Si quelqu'un a une dernière question. Et sinon, bah non. On clôture. Merci beaucoup, Amira. Merci, Frédéric. Et merci à tous pour votre attention. Merci.